Bonjour Anne-Claire. Bonjour. J'étais complètement gourde. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas cliqué sur OK, vous acceptez pour l'enregistrement. Mais tu avais besoin d'accepter? Ouais. Ah bon. Et donc j'attendais, hein. Mais ça, voilà, ça enregistre de toute façon. D'accord. Ce qui fait qu'au Bon. montage, ils sont obligés de supprimer Le début? Ah, c'est Mais joli, ton fond d'écran. C'est ton fond d'écran? non, c'est mon sapin. Ah, génial. C'est mon Bon, sapin. alors moi, j'ai un problème parce que je ne peux pas régler mon portable. La charnière est cassée. Donc ça va Ah, là. Ouais, j'ai ouais. surélevé, ça va. On voit ta porte sur le côté. Ouais, je vais la fermer. Bon, désolé pour les gens qui sont rentrés déjà. Nous faisons les réglages. Donc pendant un quart d'heure, vous pouvez couper le son pour vous. Il y a déjà eu 5 personnes qui sont connectées. Donc, je leur disais qu'on commençait dans un quart d'heure et qu'on était désolé qu'on allait faire les réglages. Voilà. Enfin, c'est surtout Anne. Et là, la discussion, c'est C'est que le... discuter. Au milieu, discuter. Ouais, d'accord, mais il n'y a que nous qui la voyons? Ah non, ils peuvent voir. D'accord. Mais ils ne voient pas le nombre les participants. Il n'y a que nous qui le voyons. S'ils regardent, ils peuvent. D'accord. Attends, je vais modifier l'éclairage, hein. Mon bureau d'habitude, et je suis à contre-jour, hein, donc j'ai changé et là, ça ne va pas. De toute façon, on va peu nous voir, nous. Hein. Oui, ouais, je sais. Enfin, le principal, c'est déjà que notre conférencière arrive. Tu as un portable? Oui. Elle avait une visio avant. Ah, Voilà. voilà, nous y sommes. Bonjour Anne. Bonjour. Mettez votre micro. Ouais, ça Voilà. commence bien. Bonjour. Alors, vous avez un éclairage très flashy sur vous. Ouais, c'est un peu compliqué en fait. J'ai pas de D'accord. lumière. Derrière chez moi, là, c'est un peu complexe, quoi. Donc, je suis dans le noir complet en fait chez moi. Donc, Ouais. D'accord. Mais enfin, on voit bien Université de Lorraine. voilà. Par contre, j'espère juste que ça va bien fonctionner parce que sur mon diapo en PDF fonctionne parfaitement, mais par contre, Ouais. l'autre, les images ont sauté. Donc, j'espère que le PDF va passer. Est-ce qu'on peut faire un test? Allez-y, On allez-y, va faire un test. Et en écran partagé? allez-y. Attendez, Non, qui peut partager tous les panélistes? Moi, je ne peux pas partager là, a priori. Si vous pouvez là maintenant. Ouais, je peux. Ok. nous avons déjà des spectateurs, hein. Bon, c'est pas grave. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Très bien. Alors, attendez. Moi, je Vous vois. voyez. Parce que moi, je vois rien, hein, forcément. Enfin, je vois rien, je vois juste. Je vois pleine largeur.
Oui, en fait, il faut enlever la pub Adobe Export PDF. Ça, Ouais. Mode plein écran. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc là, C'est parfait. c'est bon. OK. Bon, bah donc voilà. Donc je vais être en PDF, du coup, ça fonctionne. Super. Bon, alors moi, pour l'instant, j'ai un problème. Je vois actuellement l'écran d'Anne Quentin et en fait, je ne le vois pas, mais je vais me retrouver, n'ayez pas peur. Et dans affichage, La option d'affichage. il faut mettre standard. Oui, mais ça ne s'active pas. Bon, Sinon, tu as standard, on voit nos 3 vignettes en haut. attends. T'es en Mac ou PC? Je suis en Mac, mais ce n'est pas un problème. Je ne sais pas. Ouais. Attends. Sinon, galerie, affichage galerie, ça fonctionne aussi. Tu as l'écran Ouais. d'Anne et nos vignettes. Alors là, j'ai un problème. Je vais peut-être vous laisser me reconnecter. D'accord. Claire, là, ça va mieux la lumière, non? Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, la lumière. C'est un métier, hein. Mais c'est que là, il fait très noir, en fait. Donc, j'essaye d'allumer, mais voilà quoi. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Non, mais les éclairages maison ou bureau, c'est pas top. Ben non. Bah, puis en plus, j'ai typiquement l'installation qu'il ne faut pas parce qu'il ne faut jamais avoir la lumière de bureau face à soi quand on est en visio. Mais bon, Exactement. concrètement, là, chez moi, je ne peux pas faire autrement. C'est bien simple. Bon, donc logiquement, ça marche alors. Oui. Mais par contre, ouais. Donc du coup, là, Anne-Claire, juste tu vois, oui, je sais plus. Oh, oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Tu vois donc bien la slide en entier, du coup, toi. Oui, moi je vois tout à fait. Alors maintenant, comme on est panéliste, on a, je pense, des fonctions différentes et on voit nos écrans, nos têtes. Je pense que les spectateurs, est-ce qu'ils voient nos têtes de la même façon, Anne-Marie? Oui. Voilà, même d'accord. Oui. D'accord. Mais non, c'est parfait en PDF. D'accord. Alors par contre, moi, je vois pas le chat. Non, mais ça, on gère le chat avec Anne-Marie. D'accord. Voilà. Ah, c'est parce que j'aurais bien aimé voir le nom des gens. Ah, mais vous aurez. on aura la. Ouais, parce que c'est plus sympa pour répondre aux gens, enfin, de savoir Oui. qui Oui, cause. tout à fait. C'est vrai. Alors, il y a pas mal de pseudos. Hein, Ouais. Mais des fois, c'est rigolo de lire les pseudos. J'aime bien. Bon, moi, j'ai un vrai problème, c'est que je vous ai en tout petit. Alors, je suis en train de l'agrandir. En même temps, on n'est pas très grande. Ouais. Là, vous partagez. Non, mais du coup, j'ai plus la commande. Mais si tu passes en mode plein écran, tu n'as plus la commande de affichage en haut à droite? Mais attends, nommer co-animateur. Oui, non. Ah, ça y est, je vois la discussion. Oui. Ouais, il y a Monsieur Février, Vincent. Oui. Bonjour Vincent, qui a écrit bonjour à tous et à toutes. Donc je vois moi. Bon. Alors, par contre, c'est vrai que sur l'écran, par contre, vous voyez du coup là, vous voyez le fil. Moi là, je vous vois. Écoute, Anne-Claire. Oui. Dis-moi. Vous m'entendez? Donc de toute façon, je peux parler. Vous me voyez. Ce qui risque de se passer, c'est si j'arrive pas à rejoindre le truc, c'est que je ne verrai pas le chat. Ah. Oui. Voilà. Donc, si je n'ai pas réussi à faire l'opération, l'animation, mais on a un petit peu de temps, hein, mais l'animation, tu la prendras. Et de toute façon, Anne-Marie, j'ai mon portable en silencieux, donc on peut aussi converser par SMS. Hein. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné, moi, j'aurais peut-être dû vous donner le mien, non, pour que si jamais il y avait un souci, vous. Non, c'est bon. Ouais, je vais éviter de le donner là parce que là, maintenant, il y a tout le monde. Ou alors, tu l'envoies vite par mail. Moi, j'ai le mail ouvert. Ouais, je te l'envoie par mail. Juste une question bête, mais du coup, là, si je laisse le truc de discussion ouvert, forcément, tu le vois. Oui. Ouais, bah, tout le monde le voit, oui. Je vais le fermer parce que, en fait, non, mais ça va réduire les visibilités. Non, mais surtout, ça va te troubler dans ton propos.
Ouais. Alors, par contre, comme je suis en train de partager… Mais je ne sais pas, tu es en Mac ou PC, hein? Là, je suis en PC. Mais en bas, tu as bien une icône Firefox ou autre? Tu vas rigoler, mais non, je n'arrive pas à passer… Ah bah alors, il faut arrêter le partage, effectivement. Ouais. Bon, j'arrête le partage en espérant que j'arriverai à le remettre. Et peut-être que j'ai arrêté le partage, Anne-Marie, peut-être que ça va refonctionner. Je sais pas. Ah oui. Là, je vois tout. C'est dingue. Ah ben moi, je vois plus rien. Ah si, voilà. Oh, il y a plein de… Oui, je dis bonjour aux gens qui disent bonjour dans le fil de discussion. Oui, je pense qu'il y a des noms très, très connus là. En tout cas, il y a des gens que je connais, ouais. Donc, si je comprends bien, toute la documentation française est là. Je jure que je n'ai pas spécialement missionné des gens. Je crois que, il y a même des gens qui ne sont pas de la doc, mais mais Twitter est quand même très… mais qui sont quand même des références ça. pour les professeurs documentalistes. Oui, quand même, oui. Bon. Voilà. Faut bien nous voyons d'autres gens qui ne sont pas des documentalistes parce que la conférence intéresse tout le monde. Et tout le monde est bienvenu de toute façon. Un sujet pour les familles, pour de toute façon, je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait pour. On était bien. On avait bien dit que c'était pour les documentalistes, c'était pour les milieux en lien avec l'enseignement et la jeunesse. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que forcément, enfin là, oui. Voilà, le Clémy qui est présent aussi. Donc oui, donc je vous envoie mon mail à tous les deux. Tu me dis quand c'est bon que je… Attends, déjà, je recherche les… Ouais, ça y est. Ouais, j'envoie mon portable au cas où. Voilà, c'est fait. Ok. Je te réponds avec le mien. Je vais laisser ouvert comme ça. Bonjour de Bretagne. Bonjour d'Istanbul. Ah bah c'est chouette, c'est qu'on va voyager. C'est quand même l'avantage du Zoom. Oui. Ouais. Je te mets le mien, Anne. Je t'ai envoyé le mien. Ah ok, d'accord, pardon, j'avais pas compris. Oh là là, Anne, il se fait tard pour elle là quand même. Bon. Et puis entre Anne et Anne-Claire, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Et après, avec Anne-Marie, vous l'avez le mien. Mais je vais vous le renvoyer. 06 80, ouais. Et moi, j'ai 28. On est à 110. C'est remarquable pour juste avant. D'habitude, ça monte après l'heure de début. 114. Ça risque de chuter dangereusement d'ici 20 minutes. Tu sais. Non. Ça chute progressivement au moment des questions. Oui, c'est ça en général, oui. Voilà. Bon, on stoppe à 19h. Hein. Oui. D'accord. Alors, je vais redire à tout le monde, mais je vais l'écrire aussi sur le chat. On commence à marquer des questions à partir de 18h15. Ce n'est pas la peine de les marquer plus tôt. C'est ça. Du coup, pour le moment, je ne partage pas l'écran. Hein, du coup, je le partagerai après. On va laisser Anne-Claire, je vais dire 3 mots. Anne-Claire va vous présenter. Tout le monde verra votre tête aussi avant de voir Quelle chance. le PowerPoint qui est quand même quelque chose de moins vivant, malgré tout. Même si il est visuel. Hein. J'ai mis des couleurs. Hein. Ah oui. Oui. Le PowerPoint, il y a de la couleur. Hein. Oui. C'est justement ce que je me suis dit. Côte d'Armor. On passait Anne, tu passais à une vitesse supérieure dans la conception des PowerPoint que du visuel. Oui, toujours. Ouais. Mais même en cours, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose. Je privilégie énormément le visuel. Ouais. Parce que, voilà, Alice fait la remarque, mais c'est vrai que, je ne sais pas qui est Alice, hein, c'est juste que je vois Alice Bernard. C'est la voix qui rend la voix, mais c'est vrai que. Et puis en fait, en cours, sinon, quand tu écris trop sur le diapo, comme tout le monde, en fait. Moi, je fais pareil. Hein. Je prends des notes, je copie, tu recopies le truc, quoi, parce que. Donc voilà, ouais. C'est vrai que je fais beaucoup de. Bonsoir de Rouen. Ah, il y a des Normands. Et Côte d'Armor aussi, de Breton. Ouais. Dijon, dis donc, on aurait dû faire un petit truc avec spécialité culinaire à chaque fois. Caen. Ah, attention, c'est pas la même Normandie. Besançon, Saint-Étienne, oh là là, Angers,
Rodez. J'adore les lieux. Rodez. 30 km de Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, en Bretagne. Ah, ça c'est une question de principe. Je ne vais pas commenter, tu auras remarqué. Limoges, Perpignan, Châlons, Toulouse, Jura. Et on a de quoi de se faire de sacrés trucs de fromage là. Ah, la Lorraine. Ah, Victoria. Bonjour, Victoria. Ah ben voilà, il y a quand même des gens du Nord. J'aurais pu mettre ma bannière du RC Lens pour les victoires d'hier, mais j'ai pas osé. Et il y a les lauréates KER de documentation qui sont présentes, je les repère. Ah, chouette. Très bien. C'est vite fait. Hein. Il y a Metz. Bonjour Vincent. Voilà, mais il y a des lauréats KER d'autres disciplines. Voilà, et on a même Angèle du TGV. Oui, pourvu que ça fonctionne jusqu'au bout. Pourvu que ça fonctionne. Bon, alors on va partir du principe qu'il est 31 et qu'on veut terminer dans les temps. Voilà. En plus, l'Ardèche est arrivée, donc on peut y aller. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Vous êtes très très nombreux à vous être inscrits à cette conférence. J'étais un tout petit peu inquiète parce que c'est juste après les vacances et le lancement avait été juste avant les vacances. Je craignais justement que ça ne fonctionne pas et nous battons les records d'inscription cette fois-ci. Donc bravo sur votre présence, le sujet, etc. Je sais que fréquemment un groupe de doctorants aussi assistent dans une salle en visio et participe éventuellement aussi au chat, voilà, des doctorants de l'ISP de Paris, voilà, qui vous faites la conférence ce soir. Alors, juste un petit mot, vous recevrez tous les inscrits, vous recevrez après la conférence le PowerPoint dont l'important est bien sûr le commentaire, l'animation, mais vous l'aurez, mais vous aurez aussi une belle bibliographie concoctée par Anne Cordier et qui vous sera envoyé à tous, chacun à votre adresse personnelle. Nous prenons donc le premier temps présentation par Anne-Claire, second temps l'exposé par Anne Cordier et ensuite à partir de 18h30 environ, on pourra commencer à transmettre en alternant Anne-Claire et moi vos questions que vous ne déposez que vers la fin, à partir de 18h15. Ne commencez pas des questions tout de suite, autrement on ne peut pas suivre. Voilà. Donc là, je donne la parole à Anne-Claire, qui après donnera la parole à Anne. Nous passons de Anne-Marie à Anne-Claire pour Anne. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Anne, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, vous êtes professeur des universités à l'Université de Lorraine, co-responsable du Master MEF Documentation et membre du Centre de recherche sur les médiations, le CREM. Vous avez commencé votre carrière d'enseignante comme professeur documentaliste dans le Pas-de-Calais, en lycée professionnel et en collège. En 2011, vous soutenez une thèse en sciences de l'information et de la communication intitulée, je cite, « Imaginaire, représentation, pratique formelle et non formelle de la recherche d'informations sur Internet », le cas d'élèves de 6e et de professeurs documentalistes. Je tenais à mentionner le titre en entier parce qu'il illustre parfaitement vos champs de recherche qui demeurent toujours d'actualité, bien évidemment. Vous avez été aussi maître de conférences et HDR à l'Université de Rouen. Alors, en donnant la parole aux jeunes, vous questionnez les représentations, les discours préconçus des adultes sur leurs pratiques numériques, mais surtout, vous identifiez des éléments pour mieux comprendre comment ils s'informent, comment les jeunes construisent leur rapport au monde et aux connaissances. Vos publications et interventions publiques, notamment sur les radios publiques ces derniers temps, participent ainsi à la compréhension des enjeux et des défis d'une éducation aux médias et à l'information dans un environnement informationnel numérique complexe. Une éducation aux médias et à l'information qui s'appuie autant sur des pratiques informationnelles que culturelles, des pratiques de sociabilité des jeunes, et également sur les émotions véhiculées notamment par l'activité de recherche d'information, comme par exemple le plaisir de la découverte
D'où quelques questions, hein. Comment faire pour que s'informer soit et demeure un plaisir? Comment faire pour que s'informer participe également à la construction de la citoyenneté? À toutes ces questions, et bien d'autres que je ne mentionnerai pas, vos recherches proposent aux parents, aux enseignants, aux éducateurs des éléments de réponse, des pistes d'action éducatives et pédagogiques. Anne, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais déjà partager l'écran tout en profitant du coup pour remercier chaleureusement Anne-Marie et Anne-Claire pour cette sollicitation, pour les échanges aussi qui ont précédé en fait cette intervention parce qu'ils ont été à chaque fois extrêmement sympathiques, chaleureux et constructifs aussi. Et puis à toutes et à tous, je vous présente, malgré un début quelque peu chaotique, une très bonne année 2022 avec beaucoup de joie, de belles découvertes et beaucoup de compréhension et d'intercompréhension d'ailleurs entre les individus. Et d'ailleurs, on va commencer comme ça, par l'intercompréhension finalement aujourd'hui. Donc, j'ai pour mission d'essayer de répondre aux questions d'Anne-Claire et d'autres pendant cette petite heure. Je vais essayer de faire plus court pour qu'on ait plus d'échanges. Avec donc une conférence centrée sur les pratiques informationnelles des adolescents. Ça, c'était entre guillemets un peu la commande de départ. Et pour cela, en fait, il faut que mon diaporama fonctionne. Voilà. Pour cela, il faut déjà planter un peu le décor, si vous voulez bien, c'est-à-dire se mettre quand même d'accord sur les termes que je vais employer et du coup que vous allez recevoir, et donc si possible qu'on comprenne un peu la même chose, parce qu'on est aussi face à des termes qu'on emploie de façon complètement indifférenciée, et au premier rang duquel celui de l'information, en fait, qui est un terme qu'on emploie de façon extrêmement diverse, pas claire en réalité. Je vais masquer les vignettes voilà, pour que ce soit mieux pour vous. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par pratiques informationnelles? Je vais parler davantage de pratiques informationnelles que de pratiques numériques, parce que les pratiques numériques, on pourrait y revenir, mais ça ne veut rien dire, tout simplement. Et ça ne nous éclaire absolument pas, en fait, sur le sujet. Et c'est un espèce de magma un peu informe, de parler de pratiques numériques. Donc, on parlera de pratiques informationnelles. Alors, je suis désolée, on va commencer par un petit point qui est un peu un point épistémologique, théorique, mais qui est nécessaire. C'est de rappeler que l'information et les pratiques d'information, ça recoupe deux champs qui peuvent être distingués, qui le sont d'ailleurs la plupart du temps, que ce soit institutionnellement, professionnellement, mais aussi dans la façon dont les jeunes, entre guillemets, et nous-mêmes d'ailleurs, on va appréhender ces informations. D'un côté, on a ce qu'on appelle souvent l'information knowledge, en français l'information dite documentaire. C'est cette information que vous allez rechercher quand vous vous intéressez aux résultats de football, quand vous vous intéressez à une équipe de sport, à un chanteur, quand vous vous intéressez à l'histoire de la Première Guerre mondiale, ou quand vous cherchez des informations sur l'environnement, le développement durable, etc. Cette information-là, l'information dite documentaire, elle est prise en charge dans le cadre d'une éducation qu'on appelle souvent l'éducation à l'information ou parfois aussi l'éducation à l'information documentation. Dans ce cas-là, on est sur une information qui devient connaissance sur un temps long, qu'on va intégrer en fait à notre système de pensée et qu'on va venir reconvoquer en fonction de certaines situations. Par exemple, tout à l'heure, un exemple tout bête d'information knowledge, tout à l'heure, vous avez les uns les autres dit d'où vous veniez, etc. Ça nous permet aussi, si on a déjà accumulé des connaissances et donc de l'information documentaire sur le sujet, de dire, c'est la personne qui m'a dit je suis à Toulouse, je me dis, elle doit avoir un peu plus chaud en ce moment que celle qui a dit qu'elle venait de Besançon, parce que je sais que ce n'est pas le même climat. Et ça, je le sais parce que c'est de l'information documentaire cumulée au fil du temps et que j'ai conservé en tête et donc que je suis capable de reconvoquer en fonction d'éléments éventuellement nouveaux d'ailleurs qu'on peut me donner. L'autre type d'information auquel on accède et dont on parle beaucoup aujourd'hui, en fait, c'est l'information news, c'est-à-dire l'information dite d'actualité qui est produite par des médias, des organisations économiques
destinée à produire de l'information d'actualité. Et c'est ce que l'on synthétise souvent par l'éducation aux médias. L'éducation aux médias et l'éducation à l'information sont institutionnellement aujourd'hui fondues dans un terme qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, sur lequel on pourrait revenir parce qu'il pose plein de questions et de problèmes théoriques, mais on va dire que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, néanmoins on pourra y revenir à la fin. Cette information news, elle a une grande différence avec l'information documentaire, c'est que c'est une information dont la temporalité d'appréhension comme d'évaluation est immédiate. C'est maintenant, tout de suite, que je dois appréhender cette information et l'intégrer pour qu'elle devienne compréhensible pour agir dans le monde, à la grande différence de l'information documentaire qui fonctionne, bien sûr, pour agir dans le monde, mais de façon aussi extrêmement cumulative. Alors, si je vous parle de ces deux types d'informations, c'est que quand on parle des pratiques informationnelles des jeunes, en fait, il faut prendre en compte le fait qu'on peut parler de l'information documentaire ou de l'information actualité et que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même manière de la vivre, ce n'est pas les mêmes problématiques éducatives, ce n'est pas les mêmes prises en charge, ce n'est pas les mêmes acteurs forcément qui sont concernés. Et donc, c'est très important de différencier, là encore, et pas de fondre dans un même magma cet ensemble. Donc, je vais systématiquement, quitte à être un peu lourde, vous préciser systématiquement du coup de quel type d'information je parle. Pourquoi c'est important aussi de le faire? Parce qu'aujourd'hui, ces pratiques des jeunes, alors qu'on synthétise par pratique numérique, ce qui ne veut rien dire, donc ces pratiques des jeunes, elles se développent aujourd'hui dans un triple contexte de défiance ou dans un contexte de triple défiance, comme vous voulez. Première défiance, c'est qu'on parle des jeunes quand même. Et donc, j'aime reprendre cette formule du personnage de Matcha dans La Mouette de Tchekhov, qui fait toute une tirade en disant « Ah, la jeunesse, etc. » Cette jeunesse inconséquente, cette jeunesse qui ne sait pas comment s'y prendre, bref, cette jeunesse qui pose problème. Cette jeunesse, elle est fortement stigmatisée, elle est dans plein de sphères, et notamment dans la sphère des pratiques d'information, dans les pratiques numériques notamment. Alors, très souvent, on a à la tête, en tête, celui qui parle de fabrique de crétins digitaux à travers les pratiques connectées des jeunes. Mais en réalité, avec celui dont qu'on peut nommer d'ailleurs Michel Serres, donc philosophe, avec celui qui nous parlait de la petite poussette en 2012, on est pour moi au même niveau de mépris envers cette génération de jeunes. N'oublions pas que le terme mépris, il vient de l'étymologie, son étymologie parle de mésestimer quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire de lui accorder une valeur qui est en deçà de ce qu'elle est réellement. C'est ça, à la base, le mépris. Or, que l'on parle de crétin digital, considérant une génération perdue puisque connectée, ou que l'on parle d'une petite poussette, c'est-à-dire d'un jeune qui serait homogène, qui serait surpuissant, décalé par rapport à un système d'ancien monde qui serait complètement, entre guillemets, à la masse, dans les deux cas, converge en fait un véritable mépris, c'est-à-dire une mauvaise estime de cette génération. Une mauvaise estime qui conduit à une mauvaise compréhension de ce qu'elle est et même à une non-compréhension. C'est-à-dire que là, je parle du côté de la recherche aussi. Avoir un regard compréhensif, c'est non pas dire ce que tu dois faire, mais écouter, accueillir ce que tu es, comment tu perçois telle ou telle situation, tel ou tel objet, et accueillir cela sans porter un regard légitimement d'emblée sur ce que tu fais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ces pratiques des jeunes, elles se développent dans un contexte pas nouveau en réalité, mais un contexte de défiance à l'égard même de la jeunesse en soi. Ces pratiques informationnelles, elles se développent dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'information elle-même, avec aujourd'hui une obsession autour des fake news, obsession qu'on peut clairement dater de 2015 et des attentats de Charlie Hebdo, notamment, avec notamment la construction d'un site web mis en place par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelait honteuxmanipule.fr, un contexte de fake news aujourd'hui dont on parle énormément, qui donc invisibilise en fait les pratiques informationnelles effectives, puisqu'on est centré, obsédé par l'information d'actualité et par la fausse information d'actualité,
alors que les pratiques informationnelles juvéniles sont beaucoup plus larges et que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes évoquent plein de pratiques d'information qui ne sont pas des pratiques concernées par les fake news. Troisième défiance dans lesquelles ces pratiques se développent, un troisième contexte de défiance, c'est celui d'une forme d'instrumentalisation scientifique, et j'ai bien mis des guillemets, par exemple avec cette enquête mise en avant par Milan Presse qui déclare que 80% des adolescents de 10 à 15 ans sont séduits par les thèses conspirationnistes, une enquête qui justifie la création par Milan Presse d'un nouveau produit médiatique à destination de la tranche 10-15 ans sur les fake news. Voilà. Et puis, évidemment, une enquête absolument indispensable, puisque la génération, on apprend par Milan que les adolescents âgés de 10 à 15 ans n'ont jamais été interrogés sur leurs croyances et leurs sources d'information. Les chercheurs en sciences de l'information et de la communication, mais aussi en sciences de l'éducation et en sociologie, travaillant depuis de nombreuses années sur ce public et sur ces questions, seront ravis d'apprendre qu'en fait, ils n'ont jamais rien fait. Alors, je vous dis ça en riant, mais ce n'est pas drôle. D'abord parce qu'il y a un intérêt marketing caché, enfin, à peine caché, mais aussi parce que ce type de propos dissémine en fait dans la société. Et voilà, badaboum, 95% des jeunes sont complotistes. Tout ça reposant sur une enquête dont les critères, les modalités, dont les contenus sont particulièrement discutables. Et je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à aller voir la longue déconstruction de cette enquête réalisée par Sébastien Rochat, qui est un collègue du CLEMI, du Centre de liaison sur l'éducation aux médias et à l'information. Et vous verrez combien Sébastien déconstruit au fur et à mesure cette enquête et montre que ce résultat de 95% des ados de 10 à 15 ans est plus que discutable. Alors, il y a aussi à discuter une grande confusion sur laquelle je souhaite que l'on puisse un peu déblayer le terrain aujourd'hui, une grande confusion de termes en fait autour des pratiques d'information tout court d'ailleurs et autour des pratiques d'information des jeunes particulièrement. La première, et je n'ai pas spécialement une dent contre Michel Serres, mais il a quand même dit de très grosses bêtises, Michel Serres dans Petite Poussette, mais la première, c'est de confondre en fait l'accès et l'appropriation d'une information. Concrètement, quand je suis sur Internet, j'accède à des données, à des éléments textuels, images, sons, peu importe, enfin tout ça ensemble d'ailleurs la plupart du temps, qui sont des données. Ces données, si moi je leur attribue un sens, si elles font sens pour moi, elles deviennent des informations. Et si je conserve ces informations et que ces informations, je les mets en lien avec d'autres informations dont je dispose, ce qui me permet d'agir dans le monde sur un temps plus ou moins long, dans ce cas-là, ces informations, elles deviennent des connaissances. Autrement dit, il n'y a pas de connaissances sur Internet et il n'y a pas de connaissances dans un livre. C'est pareil dans un livre. Dans un livre, comme sur le web, on a des données. Ces données, elles deviennent informations si moi, je parviens à leur donner du sens et elles deviennent connaissances si je les intègre et suis capable ensuite de les retransférer dans une situation différente. Donc, c'est important de reprendre ces termes parce que cette idée que le savoir, il est là, qu'il suffit d'un clic et qu'on accède, c'est une idée qui est fausse, mais qui en plus est dangereuse pour tous les médiateurs, puisque concrètement, on n'a plus besoin de médiateurs à partir du moment où la connaissance et le savoir est à disposition. Une grande confusion aussi consiste à isoler le numérique dans les pratiques juvéniles et en fait à faire fi de tous les dialogues avec lesquels les ressources numériques sont en réalité dans les pratiques quotidiennes. En clair, c'est une absurdité sociale de ne parler que de pratiques numériques des jeunes ou de parler uniquement des réseaux sociaux, par exemple, pour parler de l'information. Parce que Flavien, qui a 20 ans au moment où j'échange avec lui à ce sujet, on va reparler de Flavien plus tard, qui est né en 1995, que je suis depuis 2012 en enquête, Flavien, il le dit lui-même, il faut mettre bout à bout tout plein de ressources différentes et plein de supports différents pour comprendre son rapport à l'information aujourd'hui.
En fait, Flavien, il nous décrit ce que Yves Jeanneret, chercheur en psych, dès les années 2000, appelait le régime intermédiatique. C'est-à-dire qu'aucun média ne remplace véritablement un autre. Les médias ne cessent de dialoguer les uns avec les autres et de s'inter-enrichir. Vous le voyez vous-même, vous êtes en train de regarder une émission à la télévision, on vous propose d'utiliser un hashtag pour commenter. Ce commentaire sera repris, par exemple, sur le site web de l'émission. Tout cela, ça crée un régime intermédiatique. Les médias vont utiliser les modes de fonctionnement d'un autre média pour pouvoir, en réalité, enrichir votre expérience et accessoirement enrichir leur propre, aussi, bien sûr, leur propre politique de communication. Flavien, par exemple, ici, je lui ai demandé de me... l'objectif, c'était qu'il vienne avec des objets qui avaient été marquants pour lui dans son rapport à l'information, dans la construction de son rapport à l'information. Et puis, vous voyez, au début, Flavien, il me dit, ben voilà, tout petit, ça a commencé, j'avais 7 ans. Mon premier livre, alors je peux vous dire que c'est vraiment son premier livre, et puis qu'il est plein de scotch, il est tout abîmé, il est vieux, il est tout ça. Son premier livre, c'était un l'univers qui a été offert par ses grands-parents pour son Noël. Et pour lui, c'est son premier rapport à l'information. Et puis, il dit, après, il y a eu Encarta, quoi. Encarta fourni avec le premier ordinateur sur CD-ROM, Encarta 2000. Donc, ça rappelle peut-être des souvenirs à certains ou certaines d'entre vous, même si, et sûrement d'ailleurs si vous êtes un peu plus âgé aussi que Flavien. Et il dit, voilà, ça a commencé à bouger aussi dans mon rapport à l'information, c'est venu s'ajouter. Et puis, il me parle de C'est pas sorcier, dont il a regardé les films, enfin les émissions, et qui a joué aussi dans son rapport à l'information, notamment documentaire. Vous voyez que là, on est vraiment sur de l'information d'ailleurs documentaire et très peu d'informations d'actualité évoquées par les jeunes, en fait, en termes de déclenchement du rapport à l'information. Et puis, Flavien, il dit, la suite logique, c'était YouTube, quoi. Puisque mes passions pour les planètes, les dinosaures, etc., elles ont pu être assouvies aussi par YouTube, sur lequel je retrouvais en fait, aussi d'autres types d'informations sur ces thématiques. Pour comprendre le rapport que Flavien a aujourd'hui à l'information, je ne peux pas me contenter de lui demander « Qu'est-ce que tu fais sur Internet ?» Ça n'a absolument aucun sens. Par contre, il va interpréter aussi parfois certains éléments, certains objets, certains événements de son rapport à l'information en fonction d'autres objets. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin, par contre, aussi de savoir ce qu'il ne fait pas, mais qu'il l'inspire quand même. Flavien, par exemple, il n'utilise jamais les réseaux sociaux. Il déteste ça, il a tout un discours sur les réseaux sociaux. Il n'y est pas, il n'y a jamais été. Il n'empêche que c'est aussi par rapport à ces réseaux sociaux qu'il n'utilise pas que Flavien situe son propre rapport à l'information. On a la même chose avec d'autres jeunes qui, par exemple, ne s'informent absolument pas sur l'actualité avec la presse imprimée ou numérique, numérique en ligne, pardon, mais qui vont situer leur pratique d'information d'actualité par rapport aussi à la presse qu'ils ne lisent pas. Donc, un véritable régime intermédiatique qui est aussi visible à travers, par exemple, ce résultat d'enquête dans 2 établissements. On va reparler de cette enquête menée avec des élèves de lycée CSP- et là, collège CSP+, en 2021, donc c'est tout récent quand même. Les élèves étaient interrogés sur leurs moyens principaux d'information sur l'actualité. Donc, on est sur les pratiques d'information d'actualité. Et vous voyez que si on ne parle que des réseaux sociaux, on loupe une très grande partie de leur pratique d'information, leurs moyens principaux d'information, quel que soit d'ailleurs leur CSP et quel que soit leur âge, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a le bouche à oreille, dans tous les cas. Alors, quelques éclairages maintenant, une fois qu'on s'est mis un peu d'accord en termes de, on va dire, de contexte, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, je suis désolée, je ne peux pas regarder la discussion parce que sinon, vous la voyez en fait et ça va bloquer l'écran, je m'excuse. Mais je vais essayer de vous donner maintenant quelques petits éclairages par la recherche, ce qui suppose de faire ce que peut-être on ne fait pas assez, mais de dire d'où ça vient en fait la recherche. Parce que la recherche, ce n'est pas un truc évanescent, ce n'est pas aller choper de la biblio chez d'autres pour commenter et donner un avis et dire qu'après on crée des crétins digitaux, notamment en allant chercher de la littérature qui n'est pas ancrée dans le contexte que l'on étudie. Donc du coup, mettons les mains dans le cambouis,
ce qu'on fait quand on fait de la recherche, très régulièrement, et allons-y en direct. Donc, de la recherche, ici, je vais m'appuyer, j'ai fait un choix évidemment, je vais m'appuyer sur 4 recherches, 4 enquêtes relativement récentes que j'ai menées. Donc, la première, c'est une recherche qui a été menée en 2017-2018, avant le Covid, en classe de, et ça a du sens, en classe de première, dans les Hauts-de-France, dans un lycée général qui relève de CSP-. Alors juste, si jamais vous ne savez pas, excusez-moi, je suis partie du principe que vous saviez, mais CSP+, CSP-, ce sont les catégories socio-professionnelles des parents, des élèves. Donc CSP+, classe dite supérieure, CSP-, classe on va dire, milieux sociaux plutôt défavorisés. Donc là, on est en milieu social plutôt défavorisé. Donc un projet pédagogique qui s'appelait « D'où vient l'info ?» qui était clairement centré sur l'information d'actualité au départ, mettant en action un professeur documentaliste et une professeure de sciences économiques et sociales. Ensuite, une recherche menée en 2020-2021 et complètement percutée, bousculée, tout ce qu'il faut par le Covid, qui a concerné 2 classes de première, CSP+, CSP-, 3 classes de troisième, CSP+, CSP-. Donc, dans ces classes de troisième, il y avait 2 classes en fait, de CSP- et une classe de CSP+. Alors, pourquoi 2 classes de troisième? Tout simplement parce que ça faisait l'équilibre numéraire, puisqu'on était avec des classes en éducation prioritaire, en RED+, et donc avec des classes avec moindre effectif. Voilà. Classes qui étaient, les 5 classes étaient réparties géographiquement sur des académies différentes. C'est important à signaler. Une enquête quantitative a eu lieu de façon systématique avec les 108 élèves à distance, et selon les établissements, il y a eu de l'observation et de la participation aux travaux de classe. Avec le Covid, malheureusement, il y avait une rencontre prévue, il y avait une rencontre prévue dans les autres classes, mais voilà, tout n'a pas été possible, vous vous en doutez bien. Une recherche ensuite immersive et participative qui est en cours, 2021-2022, qui concerne un collège en éducation prioritaire, tête de réseau prioritaire, et une de ses écoles primaires en REP, cycle 2, cycle 3. Une enquête quantitative menée auprès de parents, une enquête qualitative avec observation, séance, intervention dans les classes, focus group, entretien individuel. Ça, c'est juste parce que figurez-vous que je suis très énervée, il faut que je vous le dise, il y a des tweets qui sont absolument désagréables sur des gens qui disent que la recherche n'est pas une recherche, que la recherche, c'est des trucs méta, machin. Mais écoutez, si être une journée minimum par semaine pendant des années en établissement scolaire, c'est pas mettre les mains dans le cambouis, je ne sais pas ce qu'il faut, donc voilà, je tiens à le dire. Et puis une dernière recherche, alors qui est un peu particulière et évidemment qui me tient à cœur par son caractère particulier aussi, c'est une recherche longitudinale, c'est-à-dire qu'elle est menée sur le temps long, et concrètement, on va fêter les 10 ans seulement de cette recherche menée donc depuis 2012 avec 12 jeunes que vous voyez, alors que vous ne voyez pas, puisque je ne peux pas vous les montrer, mais voilà, vous voyez ici le protocole, en tout cas tel qu'il s'est déroulé, avec ces jeunes qui sont suivis depuis 2012 en enquête. Je les ai donc suivis pendant leur scolarité au lycée, puis de façon individuelle. Depuis 2014-2015, ils sont suivis individuuellement. Et le protocole se poursuit. Il y a eu une petite interruption d'1 an, enfin en gros, on va dire d'1 an avec eux. Et puis, le protocole qui se poursuit avec ce qu'ils ont appelé eux-mêmes un checkpoint. Un des jeunes a appelé ça le checkpoint. J'ai trouvé ça marrant, donc je le garde tous les ans. Et donc là, d'ailleurs, le checkpoint 2022 va commencer d'ici une quinzaine de jours avec eux. Donc, des jeunes qui sont suivis sur leur rapport à l'information d'actualité comme documentaire, rapport aussi au numérique, bien sûr, de fait, régime intermédiatique oblige, et des jeunes qui, évidemment, évoluent. De fait, ils ont été tous les 12 rencontrés dans leur établissement scolaire. Tous appartiennent à un milieu défavorisé, ça c'est important à dire, et j'y reviendrai dans le courant de l'enquête, dans le courant du propos, pardon. Et les 12, en fait, évidemment, évoluent. Certains aujourd'hui sont salariés, d'autres sont sans emploi, d'autres deviennent mamans, sont devenus mamans, ou l'une va devenir
maman pour la deuxième fois. D'autres continuent leurs études. Enfin, voilà, donc un panel de 12 jeunes, un panel entre guillemets, qui ont donc des trajectoires de vie. Et l'objectif, c'est de voir aussi comment ce rapport à l'information, aux objets connectés et aux objets informationnels en général évolue au fil du temps et au fil de la vie. De la vie qui est faite d'expériences, d'épreuves, la naissance d'un enfant, par exemple, c'est aussi de la parentalité, et comment, quand j'ai été un digital native, entre guillemets, c'est-à-dire quand je suis née dans ces années-là, comment moi-même maintenant, comment je construis mon rapport à la parentalité, à mon enfant avec les objets connectés, etc., etc. Donc, vous allez réentendre parler d'eux dans le courant de cette communication. Alors, des éléments de recherche maintenant, plus précisément, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pratiques d'information? On peut dire tellement de choses que j'ai eu du mal à faire des choix, en fait, je vous avoue. Et donc, j'ai essayé d'être synthétique et de me dire, bon, allons un peu à l'essentiel, si tant est qu'il y a un essentiel sur le sujet. D'abord, un premier constat, c'est celui d'une reconfiguration, enfin de reconfiguration au pluriel, de ce milieu informationnel, c'est-à-dire de ce milieu général dans lequel on vit, que l'on n'utilise ou pas les ressources, hein, elles sont là, elles existent, et elles font aussi mon rapport à l'information, mon imaginaire de l'information aussi. Sous l'effet des dispositifs sociotechniques, le milieu dans lequel on évolue, de fait, évolue. Hein. On voit par exemple cette photo de pause au lycée, classique, hein, des élèves de seconde qui sont sur leur écran et qui, je tiens à le dire, communiquent à travers leur écran et communiquent d'ailleurs aussi entre eux, même avec leur téléphone. C'est des dispositifs sociotechniques qui modifient le rapport à l'information, ils les disent eux-mêmes très bien. Hein. Vous voyez là Zoé, par exemple, qui explique bien que, selon elle, en tout cas, hein, avant c'était figé, en un sens, le rapport à l'information, l'accès, pardon. Aujourd'hui, elle dit c'est rapide, instantané, ce qui n'est pas sans créer des émotions extrêmement contradictoires. Vous le voyez avec Kim, hein, qui explique bien cette peur de manquer quelque chose, hein, avec ces notifications qui sont angoissantes, selon elle, avec cette impression de manquer un truc. Hein, et ils sont d'ailleurs plusieurs dans les échanges à expliquer, même par rapport à l'actualité, leur grande difficulté en fait de suivre l'information d'actualité en disant ben voilà, si je décide de couper, ben j'ai loupé quelque chose et du coup après ben je comprends pas les allusions qui sont faites sur les réseaux sociaux à certains éléments et il faut que j'aille les rechercher et je me sens bête et surtout je peux pas communiquer, ce qui prouve aussi que l'information c'est du social et qu'elle construit et enrichit mon propre réseau social au sens réseau social de personnes. Hein, s'entend. Et ça, c'est important aussi à avoir en tête. Hein. Cette coupure qu'on fait trop souvent entre pratique de communication et pratique d'information n'a absolument aucun sens, puisque je m'informe parce que ça me permet aussi de communiquer avec les autres, d'interagir et de me sentir présent et existant, entre guillemets, agissant dans un monde avec d'autres. Reconfiguration du milieu informationnel aussi à l'aune du temps. Alors, quand j'ai pensé à cette question du temps, je me suis dit, on est tout le temps en train de dire, bah ouais, il faut aller vite, il y a les notifications, il y a un flux, donc ça, c'est une réalité. Mais en fait, c'est vrai pour tout le monde. Et les collègues journalistes, les médiateurs de l'information le savent, hein, le temps d'informer aujourd'hui, c'est considérablement restreint. Et on a vu hein, des affaires, alors j'ai repris l'affaire, l'emballement autour de celui qui n'était finalement pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais dont la tête a été montrée partout, dont l'identité a été dévoilée partout, en octobre 2019, et qui est intéressante parce qu'elle est révélatrice, cette chronologie d'emballement médiatique, en fait, elle est révélatrice de cette pression aussi qui s'exerce sur le monde journalistique lui-même qui voilà, est sommé en fait d'informer vite. Hein. C'est la fameuse recherche du buzz, mais pas uniquement la question du buzz. Hein. C'est vrai qu'il y a cette question du buzz aujourd'hui, mais là encore, on met un espèce de terme un peu marketing et puis qui prête mauvaise intention en fait aux acteurs, alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes pris dans un système sociotechnique qui favorise, ou de façon négative dans ce cas-là, mais qui favorise cette pression. Tout en rappelant que cette notion d'urgence dans la diffusion de l'information, évidemment, elle vient percuter les exigences éthiques professionnelles des journalistes.
Ce temps d'informer, il est aussi le corollaire, c'est son temps de s'informer qui aujourd'hui devient aussi problématique. On le voit bien, hein, avec aussi des injonctions paradoxales au sein des dispositifs techniques eux-mêmes. Exemple de Brut, hein, quand vous allez sur le site de Brut, vous pouvez vous évader avec Brut Nature. Donc c'est chouette, hein, vous allez voir des pandas, des dauphins, des ours polaires, enfin ce qu'il en reste, tout ça, c'est trop bien. Mais Brut pense à vous. Et donc, Brut ne vous demande pas ce qui vous intéresse. On ne vous demande pas de choisir votre sujet informationnel. On ne vous demande pas de choisir votre intention. Ça pourrait être, est-ce que vous souhaitez vous documenter? Est-ce que vous souhaitez juste explorer quelque chose comme ça? Est-ce que vous souhaitez rire? Non, non. On vous demande le temps que vous souhaitez consacrer à l'activité. Vous avez 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et en fonction du temps, vous choisissez, en fait, enfin, on va vous proposer, parce que ce n'est pas vous choisissez du coup, on va vous proposer une évasion. Je trouve que c'est tout à fait emblématique en fait du rapport à l'information que l'on induit par les dispositifs, et ce n'est pas les dispositifs qui induisent tout seuls, il y a des acteurs qui le font. Hein, donc voilà. Ça n'apparaît pas par magie, mais cette pression temporelle qu'on induit comme ça est aussi une vision, une certaine conception de l'activité informationnelle et du rapport à l'information. Alors évidemment, hein, en retour, les personnes, parce que ce n'est pas les dispositifs eux-mêmes, j'insiste, qui font, mais ce sont bien des personnes, c'est comme pour les algorithmes, c'est des gens qui les conçoivent derrière. Ces personnes, elles ont aussi conscience de ça, et donc il y a aussi un retour dans la façon de façonner les dispositifs, une façon de travailler ce rapport au temps. Vous l'avez par exemple désormais avec Twitter, ça vous est sûrement arrivé de vouloir retweeter directement un article, et maintenant vous avez cette mention sur Twitter, vous voulez lire l'article d'abord, et donc on vous demande de le faire. Et quand vous cliquez, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, parce que moi je ne l'ai pas fait il y a longtemps, quand vous cliquez sur le petit truc information à côté, Twitter vous explique que c'est important pour eux de permettre d'avoir des informations de meilleure qualité, et donc ça passe par le fait de vérifier en fait ce que l'on rediffuse. Cette reconfiguration du milieu informationnel, vous voyez bien, en lien, eh bien, elle fait qu'on ne s'informe pas ou plus de façon aussi, linéaire peut-être qu'on pouvait le faire avant. Je vous ai mis, c'est toujours vrai quand même, hein, comme schéma, mais je vous ai mis un schéma d'André Tricot et Pauline Contat qui définissait ainsi la tâche de recherche d'information, qui est tout à fait vrai. Hein, quand on recherche une information, on identifie un besoin, où on diagnostique un besoin avec l'usager, et puis on va venir combler un manque, combler un problème. On se lance dans une démarche de résolution de problème, qui est la démarche de recherche d'information, qui est censée venir combler donc ce manque. Ça, c'est la formation à la recherche d'information telle qu'on la connaît, telle que vous l'avez sûrement vécue vous-même, et telle qu'on l'a fait vivre encore à pas mal d'élèves, et heureusement d'ailleurs, puisque ça fait partie encore des compétences, bien sûr, à avoir. Mais il y a toute une appréhension de l'activité informationnelle qu'on prend peu en charge encore aujourd'hui, c'est cette appréhension sous la forme de flânerie informationnelle. Moi, je parle de flânerie, pas de glandouille. Hein, qu'on soit bien d'accord, ce que beaucoup vont dire, ah bah oui, ils scrollent, ils font rien. Non, non. Je parle de flânerie, voire d'exploration. Donc, l'exploration supposant peut-être un peu plus d'intentionnalité. Mais en tout cas, c'est important de réaliser que la façon dont le milieu informationnel est reconfiguré, c'est qu'aujourd'hui cohabitent à la fois des tâches de recherche d'information, j'ai un besoin, je dois le combler, je fais une démarche de résolution de problème, et puis ce que Théo et Guillaume nous disent, c'est-à-dire il y a un truc qui génère pour moi le cerveau de l'opération, comme dit Guillaume, en termes d'imaginaire, on est pas mal pour parler de Facebook. Hein. Il y a quelque chose qui génère pour moi de l'information qui arrive devant mes yeux et ben voilà, je flâne à travers tout ça. Ce n'est pas du tout la même manière d'appréhender l'information, mais du coup, ce n'est pas du tout la même manière de l'évaluer, ce n'est pas du tout la même manière de la traiter ni de la rediffuser. Justement, du coup, évaluer l'information, ben, ça devient un défi complexe, on va dire, aujourd'hui, pour eux, comme pour nous d'ailleurs en réalité, hein, parce qu'on n'est pas
plus à l'abri, voire moins d'ailleurs parfois, de la diffusion ou de la croyance dans une fausse information. Le dilemme qui se pose pour ces jeunes, quand on leur demande s'ils ont peur de prendre une information fausse pour une vraie, vous voyez que c'est très partagé. Hein. En gros, la moitié oui, la moitié non. Est-ce que ça leur est déjà arrivé de prendre une information fausse pour une vraie? Bon, bah, évidemment, au meilleur des cas, ils se disent oui, mais rarement. Il y a une forme de confiance en soi. Sûrement, mais je ne m'en suis pas rendu compte, hein, ce qui est quand même une part très importante de ceux qui le disent. Avec, on remarque pour le coup une différence dans les classes sociales, c'est-à-dire que les élèves de milieux sociaux favorisés sont davantage convaincus de n'avoir jamais pris une information fausse pour une vraie. En clair, ils ont beaucoup plus de confiance en eux, ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que leur confiance est fondée, je veux dire. Mais on voit quand même une assurance dans ces pratiques informationnelles beaucoup plus fortes chez les élèves des milieux sociaux favorisés que chez les autres, qui vont systématiquement dire « ouais, sûrement je me plante », en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant de voir comme distinction. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le dilemme auquel ils sont confrontés. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de plaisir à s'informer. Ils insistent sur le plaisir de s'informer, particulièrement concernant l'information documentaire ou l'information d'actualité choisie. Donc, choisie voulant dire l'information sur les stars, l'information sur le sport, etc. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, qui leur procure beaucoup de plaisir, sauf que ce n'est évidemment pas l'information d'actualité valorisée académiquement et socialement. On pourrait y revenir. Mais ils évoquent ce dilemme entre prendre du plaisir et évaluer l'info. Kim, elle le résume très bien, c'est pour ça que j'ai pris son propos. Kim, elle dit, c'est anxiogène de toujours vouloir vérifier. Et donc, si je vérifie, j'ai plus de plaisir. Donc là, on ne sait plus trop comment s'y prendre, mais c'est quand même une donnée qui est importante à avoir en tête. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est cette stigmatisation de sources ou de ressources qui revient systématiquement chez eux comme chez les médiateurs. Et donc là, bon, je vous laisse les extraits de Mathis hein, qui me dit, vous inquiétez pas, Mathis qui avait 11 ans à ce moment-là, et qui me dit, vous inquiétez pas, c'est pas Wikipédia, c'est bon, donc on ne doit pas s'inquiéter pour lui puisqu'il n'est pas sur Wikipédia. Donc quel que soit le site, c'est bon. Et puis Marie, 13 ans, quand je lui dis, elle me fait tout un speech sur le fait qu'il faut évaluer l'information, qu'il faut vérifier, Donc je lui demande, tu vérifies donc quand tu la trouves dans un livre. Et là, en fait, elle est un peu, elle ne comprend pas. Hein, clairement, je vois bien qu'elle perd pied. Et elle me dit, non, il faut faire attention sur Internet, mais un livre, c'est bon, il n'y a pas de souci. Eh bien oui, la sacro-sainte, tu regardes dans les livres d'abord, puis après, tu vas sur Internet. Ça c'est toujours vrai. Ça a toujours cours. Pourtant, on rappelle que on peut publier Le Crétin digital, on peut publier aussi des livres posant problème, on va dire, sur le rapport à l'histoire, etc. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est fiable. Et puis, il y a ce propos qui vient d'un professeur en cours. Attention, pas d'information qui vient des réseaux, on ne peut pas faire confiance. Alors ça, c'est évidemment la phrase qui revient le plus souvent, les réseaux sociaux, comme mauvaise source d'information. Donc, il est important de rappeler, et là, c'est plus pour vous faire sourire, parce que là, je parle à des gens qui, j'imagine, grosso modo, le savent, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas une source, en fait. Ça n'a jamais été une source d'information, c'est un canal de diffusion. Et on rappelle que vous pouvez accéder à une source parfaitement fiable sur les réseaux sociaux, puisque quand mon élève il va voir La Voix du Nord, Paris-Normandie ou l'Est républicain, Ouest-France et même Le Parisien sur les réseaux sociaux, il accède à une information fiable. Enfin, en tout cas, par un média qui potentiellement est fiable. D'accord ? Donc, la source, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas Facebook. La source, dans ce cas-là, c'est La Voix du Nord. C'est l'Est républicain. Ce n'est pas Facebook. Donc là, et on a une vraie stigmatisation qui est un vrai problème, puisque pour le coup, on se plante complètement dans les propos qu'on leur tient, venant ajouter de la confusion à ce qui est déjà très confus pour eux, à savoir qu'est-ce qu'une source, en faisant nous-mêmes cette erreur. De dire, voilà, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, donc, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que les journalistes eux-mêmes font cette confusion aujourd'hui, et ça c'est quand même très intéressant d'entendre des journalistes de renom même, très souvent, confondre source, canal, médias, etc.
Alors, ces jeunes aussi se retrouvent face à des formats d'information un peu non identifiés pour eux. Alors, je vous prends l'exemple là de Kelly. Kelly, elle a 20 ans, donc Kelly, je la suis depuis 2012. Kelly, elle a 20 ans au moment où on se parle et elle me parle beaucoup du site Se coucher moins bête sur lequel elle va beaucoup. En fait, elle y va quasiment tous les jours avec son compagnon. C'est leur petit moment plaisir. J'insiste sur le mot, moment plaisir, de la fin de journée. Ils ont bossé tous les deux, ils font des travaux, ils ont tous les deux un travail qui est difficile et ils se couchent le soir et en fait sur la tablette ou sur le téléphone, ils ont l'appli Se coucher moins bête. Donc Se coucher moins bête, si vous ne connaissez pas, c'est un wiki en fait. Sur lequel les gens vont donc, sur plein de sujets différents, de la botanique au cinéma en passant par l'histoire, etc., mettre des infos, etc. Donc là, c'est de l'information documentaire. Petit moment plaisir sur l'information documentaire que Kelly partage donc avec son conjoint. Et puis, moi, elle me montre ce wiki et je lui dis, est-ce que c'est fiable pour toi? Je lui demande comme ça. Et en fait, là, elle est très, très perturbée et voilà, son critère, c'est que ça a l'air fiable et c'est certainement plus fiable que Wikipédia. Et là, elle m'explique, parce que Wikipédia, n'importe qui peut mettre n'importe quoi, etc. Et donc, je l'alerte, je ne l'alerte pas, mais je lui dis, tiens, c'est marrant, regarde là, c'est Coupoune qui écrit, c'est machin, je lui donne les noms, donc les pseudos. Et là, tiens, ouais. Et Kelly, elle est très embêtée. Et Kelly, elle a un bracelet. Alors, c'est tout bête, mais c'est important pour la recherche, ça. Kelly, elle a un bracelet, en fait. Et pendant tout l'entretien qui porte sur ce moment-là, frénétiquement, elle tourne le bracelet en me disant « Mais je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas. » Et donc, elle est très, très embêtée sur quelle confiance elle doit accorder à cet objet bizarre, finalement, qu'est se coucher moins bête. Mais le problème qu'on a là pour Kelly, c'est que Kelly, on lui a tellement dit Wikipédia, qu'elle a bien retenu que Wikipédia, problème. Soit en passant, Wikipédia, pas problème. Mais elle a retenu ça dans les discours. Okay, mais là, le problème, c'est qu'en fait, à aucun moment, on ne lui a expliqué, ou bien expliqué en tout cas, que Wikipédia, c'est un outil, c'est une marque, pardon, et que l'outil, l'objet informationnel, c'est le wiki. Et que voilà, c'est le mode de fonctionnement du wiki, c'est le partage collaboratif et donc l'intelligence collective et donc aussi la possibilité d'une erreur collective, mais réparée, etc. Kelly, en fait, là, ce qu'elle nous montre, c'est l'emblème même de ce qu'on appelle l'outil marque qui va prendre le pas sur l'objet informationnel. C'est-à-dire que face à un wiki, ce n'est pas le wiki qu'elle voit, c'est se coucher moins bête. Face à Wikipédia, ce qu'elle voit, c'est Wikipédia qui pose problème. Donc, j'espère que c'est clair, c'est embêtant, je ne peux pas regarder le fil de discussion, mais ça, c'est vraiment important. Ça nous montre comment, à stigmatiser en fait, des marques, on ne leur donne pas en fait, la culture de l'objet informationnel qui est nécessaire pour appréhender tout type d'objet, tout type de format, en fait, pour identifier les types de formats. Bon, c'est clair, je peux vous dire que c'est clair. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, autre chose aussi, ces objets, alors là, ce n'est pas le cas de Se coucher moins bête, qui est tout à fait transparent, en fait. C'est un wiki, il ne se cache pas, voilà. Mais on a aussi beaucoup d'objets, et notamment, c'est vrai, pour l'information d'actualité. Vous voyez, je continue de bien distinguer les deux. Sur l'information d'actualité, on a des formats d'information qui jouent sur ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire de faire croire qu'il n'y a pas de médiation, c'est-à-dire concrètement de construction éditoriale, de fabrication de l'information. Là, je vous ai pris un verbatim, je suis désolée, j'ai enlevé, donc le prénom c'est Guillaume, et c'est Guillaume, et au moment où il le dit, il a 17 ou 18 ans. Guillaume me dit, Brut, ça porte bien son nom, c'est Brut. Tu n'as pas tout l'emballage en mode, on va vous bidouiller le machin pour vous dire ce que vous devez en penser. Ces propos-là, ils sont extrêmement nombreux et très, très… là, sur les 2 dernières années, évidemment, les formats type Brut, Combini, Loopsider se sont imposés dans les pratiques informationnelles d'actualité des jeunes et des adultes d'ailleurs, mais des jeunes notamment parce que ça passe par les réseaux sociaux numériques. Et ce qui est très, très frappant, c'est que ce que dit Guillaume, c'est représentatif de tout ce qu'ils disent tous. Ils ont tous, vraiment, sans exception, le sentiment qu'avec ces formats 100% vidéo, il n'y a pas de fabrique journalistique, il n'y a pas de fabrique de l'information. Comme si on atteignait une sorte d'objectivité par l'image, par le non-montage,
pense-t-il. Et donc, ils opposent ça à CNews, à BFM, qui en prennent bien pour leur grade, mais aussi à tous les autres formats journalistiques. Dès qu'un journaliste est identifié, finalement, la présence même du journaliste vient, ce qui est quand même, enfin, ce qui peut nous paraître complètement fou, mais la présence même du journaliste vient finalement déprécier l'information à laquelle on accède. Et là, si vous me permettez, Houston en a un problème. C'est-à-dire que là, clairement, ça veut dire qu'on a tellement diabolisé le travail journalistique, et peut-être les journalistes eux-mêmes, soucieux au départ de donner à voir leur façon de fonctionner, soucieux de dire, bon voilà, là on a fait des erreurs et de les reconnaître, et bien, moi je me demande vraiment si ce n'est pas en train de se retourner complètement contre la profession elle-même et contre le travail journalistique, à tel point que quand on leur dit, mais brut, il y a bien des gens qui font brut, et bien c'est pas clair. Et donc là, c'est très très important de montrer que bien sûr que si, brut, il y a de la médiation, bien sûr que si, il y a de l'emballage, et que ça, c'est pas grave, parce que le fait qu'il y ait une fabrique de l'information, qu'il y ait une ligne éditoriale, qu'il y ait une construction de l'information, mais c'est fondamental, c'est ça, informer, en fait. Et là, pour le coup, je me permets de vous renvoyer, je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, puisqu'elle était personnelle du coup, mais je me permets de vous renvoyer à un article de Arnaud Mercier, qui était, je crois, sur The Conversation, assez récent, et où Arnaud explique pourquoi plutôt l'information ne peut pas être objective, et surtout, pourquoi elle ne doit pas l'être. Et ça, c'est assez intéressant, je pense, pour renverser un peu la vapeur, entre guillemets. Dernière chose sur ces pratiques, avant d'arriver à quelques bébé-pistes en conclusion. Enfin, bébé-piste ou pas bébé-piste, d'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, quelques pistes. Je voudrais juste insister sur ça, et malheureusement, on n'a pas le temps de trop développer, mais on pourra y revenir dans les échanges. C'est d'insister sur le fait qu'on est face à des pratiques qui sont inscrites dans des sociabilités. C'est-à-dire que les pratiques informationnelles d'actualité comme documentaires des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, donc notamment quand ils sont suivis sur le long terme, ça se voit très très fort. Ces pratiques, elles se développent dans des réseaux de sociabilité. Et on voit se détacher au fur et au moment de leur, de leur parcours de vie et de leurs propos, on voit émerger des autorités informationnelles de différents types. Alors, dans mon habilitation, c'est pour ça que je me permets de mettre la source en dessous, parce que vous ne la trouverez pas en ligne puisqu'elle n'est pas publiée pour le moment. Et je vous demande évidemment de ne pas diffuser cela sur les réseaux sociaux et ailleurs d'ailleurs. Mais dans mon habilitation, j'avais émergé une typologie que je continue d'essayer de voir si elle fonctionne, d'éprouver, avec les autres enquêtés. Et ce qu'on voit émerger, si vous voulez, ce sont des véritables figures qui font référence dans le rapport à l'information des jeunes. C'est eux qui les identifient comme des figures et qui en parlent. Et on voit vraiment 3 types d'autorités différents et qui n'agissent pas de la même manière, mais les 3 sont complémentaires. Alors, juste très, très rapidement. Le premier type, ce n'est pas par ordre d'importance, ni de ma part à moi, ni de leur part à eux. Ça va vraiment l'ordre d'importance. Ça va dépendre de leur vie, ça va dépendre d'eux, ça va dépendre de leur histoire, ça va dépendre de leur milieu social. Ça va aussi dépendre des moments. Ils vont parler davantage de l'un ou de l'autre. Par exemple, quand je suivais les premières en TPE, je peux vous dire que le prof doc, en l'occurrence là, de ces élèves-là, était très, 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 très mis en avant. C'est moins le cas à d'autres moments, etc. En tout cas, voilà les 3 types d'autorités. La première, c'est l'autorité informationnelle que j'ai appelée de type académique. Les figures qui sont désignées, ce sont des enseignants. Le professeur documentaliste, la professeure de sciences économiques et sociales, un professeur d'histoire, des enseignants dont la caractéristique en termes d'éducation à l'information ou d'éducation aux médias, c'est de structurer des connaissances. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à « ils m'ont appris comment ça fonctionnait telle chose ». Quelle était la ligne éditoriale de tel ou tel journal, pourquoi c'était important que j'en ai plusieurs, etc. Donc, une structuration de connaissances en termes didactiques, vraiment fort. Et là, aussi une délégation de confiance, c'est-à-dire qu'ils expliquent beaucoup, et notamment tous les jeunes qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, insistent sur le fait que ce sont les enseignants qui sont pris pour eux comme point de repère pour valider ou non une information, quand ils ont un doute.
jusqu'à Julie qui est arrivée en première année en sciences économiques et sociales, enfin en administration économique des administrations, en licence. Et en première année de licence, elle a un doute sur une chaîne YouTube qu'elle veut suivre. Et en fait, elle envoie un mail, j'ai vu le mail, hein, je peux vous dire que c'est vrai, elle envoie un mail à sa prof de sciences éco de première pour vérifier par la prof de sciences éco de première si la chaîne YouTube à laquelle elle veut accéder pour compléter ses notes de cours à la fac est fiable. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un processus très intéressant. Les modes de socialisation, c'est-à-dire la façon dont la socialisation à l'information, dont l'apprentissage des codes, des règles, des comportements se fait. Le mode de socialisation, quand il passe par les enseignants, il se caractérise par une rigueur. Les élèves le disent de façon positive, hein, c'est-à-dire je savais où aller, je savais ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, voilà, de la rigueur dans l'accompagnement. Et puis le sentiment lié, c'est-à-dire qu'est-ce qui découle en fait de cette médiation, c'est une assurance. Ils ont confiance. Et ça, c'est important. Hein, la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, notamment par rapport à ce que je vous ai dit aussi sur les élèves des milieux favorisés qui ont de façon héritée davantage confiance en eux et confiance en eux dans leur pratique d'information aussi. C'est important à prendre en compte. L'enseignant qui vient valider une pratique informationnelle, il procure à long terme de l'assurance. Autre autorité informationnelle identifiée, l'information de type intime, ce que j'ai appelé les familiers, refusant de mettre le terme uniquement famille au sens biologique ou sociologique du terme. La famille est aussi choisie. Donc, ce sont aussi les beaux-parents, ce sont aussi les nounous, appelés différemment en fonction des… Voilà, ce sont aussi les familles d'accueil, ce sont aussi les médiateurs, les éducateurs spécialisés. Par exemple, j'en ai suivi un qui était avec un éducateur de la PJJ, par exemple. Ces figures-là, elles vont sensibiliser à l'activité informationnelle, donner accès à des objets, proposer une petite ressource, etc. On n'est pas sur une structuration de connaissances, on est sur une sensibilisation, et qui est très importante aussi à leurs yeux, d'autant plus que ça se pratique davantage sous le mode de l'accompagnement, et que là, le sentiment qui est lié, c'est un sentiment de sécurité. C'est-à-dire, j'ai confiance, je me sens bien, et je sais qu'on me veut du bien, et que ça me fera que du bien. De toute façon, si ça me fait du mal, c'est simple, je ne vais plus au centre d'animation jeunesse, ou alors je ne demande plus à ma mère de m'aider dans mes recherches. Et puis l'autorité informationnelle de type affectif, du coup, j'ai cherché un terme longtemps et j'ai choisi le terme d'affect. Pourquoi ? Parce que j'ai repris aussi le terme d'affect tel que défini par Camille Allouin et Julien Pierre dans leurs travaux sur ce qu'ils appellent le web affectif. C'est-à-dire qu'ils disent que, selon eux, et j'aime cette distinction, l'émotion, c'est individuel, c'est psychologique et c'est face à tout type de situation. L'affect va être davantage lié à un dispositif technique, en l'occurrence souvent. Et là, pour le coup, on est parfaitement dans ce type de figure lorsqu'on voit tous ces hommages, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, rendus par les jeunes aux youtubeurs et aux youtubeuses, notamment Enjoy Phoenix, par exemple, mais aussi Usul, par exemple, qui sont cités par ces jeunes comme étant des références dans leur rapport à l'information, parce que ça leur a permis d'ouvrir des horizons informationnels, de se renseigner autrement, de s'informer différemment. C'est un mode de socialisation qui se fait évidemment en totale autonomie. Les youtubeurs, entre guillemets, tentent des perches, les jeunes ne les suivent pas, hein. Youtubeurs ou autres, hein, on a aussi des membres de communautés de jeux, le forum jeuxvideo.com, par exemple, quand il existait, qui a été cité par plusieurs d'entre eux, etc. Et là, le sentiment qui est lié, c'est un sentiment d'affirmation de soi, de son identité dans un groupe de pairs, ce qui correspond parfaitement aussi aux sociabilités juvéniles et à ses besoins d'inscription dans des réseaux sociaux de personnes à l'adolescence, notamment. Voilà. Alors, quelques pistes de médiation, parce que, comme le dit Morgane, hein, alors ça, je me suis permis cette citation qui est vieille maintenant. Morgane est vieux maintenant. Nous, non, mais lui, oui. Mais Morgane, en fait, il disait ça, il avait 17 ans, et en fait, j'avais utilisé cette citation à la fin de Grandir connecté, donc qui a été écrite en 2015. Mais je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est trop facile de critiquer sans rien faire, donc faut vous y coller. Et il me disait, dans votre travail, dites-le, on a besoin de vous. Et il disait besoin de vous en parlant des adultes, en fait, hein, et pas uniquement des enseignants. Il parlait bien de tous les adultes. Et donc, quelques pistes de médiation pour conclure. Alors, la première,
Oups, pardon. Je suis désolée, vous ne voyez pas parce qu'il y a ce truc. Bon, je ne touche pas. La première, c'est les pratiques informationnelles sont des pratiques culturelles. Des pratiques culturelles, ça veut dire que de fait, elles vont s'inscrire dans un ensemble de ce que on peut appeler aussi avec Sylvie Octobre aujourd'hui les technocultures juvéniles, puisque de fait, aujourd'hui, les pratiques culturelles passent beaucoup par les objets technologiques. Des pratiques, enfin des objets technologiques qui peuvent être des leviers pour l'activité informationnelle. Ici, vous avez l'exemple d'Amélie qui utilise Snapchat Discover, comme plein d'autres jeunes, pour lire la presse, et notamment la presse d'actualité. Et là, on voit combien on est là face à un objet, alors là, pour le coup, non identifié, surtout par nous d'ailleurs, mais qui est un objet qui devient un véritable levier pour l'information, puisque Amélie ne lit pas la presse d'elle-même, mais là, avec Discover, elle le fait. Par contre, ça suppose de conscientiser ces pratiques. Et ça, j'insiste, parce qu'en 2017-2018, lors de la recherche menée en classe tout au long de l'année avec les élèves de première en sciences économiques et sociales et le prof doc, au début, on était parti sur leur pratique d'information. Un seul élève sur l'ensemble de la classe disait lire la presse, ce qui en soi, moi, ne me perturbait pas plus que ça, la presse imprimée. En l'occurrence, il lisait l'équipe. Et j'ai eu de la chance, je connaissais à ce moment-là Amélie, et Amélie m'avait parlé de Snapchat, en fait. Et donc, du coup, je leur parle de Snapchat Discover, parce que je ne connaissais pas spécialement non plus. Et là, en fait, plus de la moitié de la classe avait sur son téléphone Snapchat Discover, et plus de la moitié de la classe l'utilisait. Ce qui vient contrecarrer beaucoup de choses, et notamment l'enquête quantitative que j'avais moi-même menée, de la preuve qu'il faut prendre avec pincette tous les chiffres que l'on peut donner, parce qu'on déclare des pratiques à condition, 1, de les penser légitimes, 2, de les conscientiser. Et là, Rachid le disait, c'était symptomatique de ce que toute la classe disait, mais pour moi, ça, c'était pas lire la presse. Parce que ce que vous voyez là devant vous, c'est un article de journal, en fait, sauf du Monde en l'occurrence. Mais adapté version Snapchat Discover. Et du coup, on a perdu la forme culturelle traditionnelle, on va dire, qu'on connaît tous, de l'article avec des colonnes, etc. Et donc, pour eux, ce n'était pas lire la presse, puisque ça ne ressemblait pas à l'objet informationnel culturel qu'ils avaient retenu. De l'importance de dialoguer avec eux autour de leurs pratiques informationnelles et de favoriser la réflexivité. Alors, je sais j'ai vu qu'il y avait des collègues du Clémy, donc j'en profite, mais c'était vraiment pas parce que je ne savais pas qui serait là, mais j'en profite pour vous présenter ou vous rappeler l'existence au cas où de cette ressource en EMI à laquelle j'ai en plus eu le plaisir de contribuer, la BD Dans la tête de Juliette, entièrement accessible évidemment en ligne, ainsi que les dossiers qui sont à votre disposition, des dossiers pour les parents, des dossiers d'accompagnement pour les parents, des dossiers d'accompagnement pour les médiateurs et des dossiers d'accompagnement pour les enseignants qui sont mis en place pour que l'on puisse utiliser aussi cette ressource pour dialoguer en fait avec les enfants, les adolescents autour de leur rapport à l'information, de leur rapport au smartphone de façon plus générale, ce qui comprend les algorithmes, les problématiques de traces, les infox, la nomophobie, l'identité numérique, etc., etc. Les pratiques informationnelles, elles sont aussi distinctives, c'est-à-dire que c'est une véritable niche pour les inégalités sociales. Alors, j'ai commencé un petit peu à en parler, je crois que vous l'avez un peu compris, mais je tiens vraiment à insister sur ça, en fait, vraiment, vraiment. D'abord par conviction scientifique, c'est-à-dire que clairement, ça saute aux yeux, en fait, quand on fait des études de terrain sur le long terme, que ce soit en quanti ou en qualitatif, les pratiques informationnelles sont des pratiques de distinction. C'est-à-dire une pratique, alors vraiment c'est Bourdieu, la distinction de Bourdieu, voilà, j'assume cette référence bourdieusienne parce qu'elle est extrêmement vivace à travers les pratiques informationnelles. Et là, je vous prends l'exemple d'Amélie, donc, que je suis depuis 2012 en enquête, qui vient d'un milieu socio-économique défavorisé. Et Amélie, lorsque à un moment, je lui demande de venir avec des objets marquants dans la construction de son rapport à l'information. Et en fait, Amélie, elle vient avec un billet SNCF Béthune-Lille. Et je ne vous cache pas qu'au début, je me suis dit, oulala, la consigne ne devait pas être claire, qu'est-ce qu'elle fout avec son billet, quoi, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse de son billet de TER. J'étais un peu inquiète sur mon protocole et sur la manière dont j'avais expliqué les consignes.
Et en fait, non, Amélie, évidemment, Amélie, elle a forcément compris la consigne. Amélie est très, très claire. Elle lui dit, mais non, ce billet, en fait, il symbolise pour Amélie le passage de chez elle, où, avec sa sœur jumelle, qui est scolarisée en BTS esthétique à ce moment-là, titulaire d'un bac pro esthétique, avec sa sœur, elle regarde Les Reines du shopping. Avec ses parents, elle regarde France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donc, ce billet symbolise le passage à cette sphère de vie, à la sphère Lille, où Amélie est étudiante à Sciences Po, qu'elle a intégré par le dispositif Ambition d'un PEI, programme d'études intégrées. Elle vient d'un lycée Ambition Réussite. Et Amélie, elle dit, mais moi, là d'où je viens, je n'avais pas le choix. Il fallait une rupture dans ce domaine-là si je voulais réussir. Ce domaine-là, c'est le domaine de l'information. Et Amélie, elle dit, moi, Arte, Le Monde, France Culture, c'est mon quotidien pour y arriver. Amélie, ce qu'elle nous dit là, c'est que c'est une transclasse, ce qu'on appelle un transclasse socialement, c'est quelqu'un qui passe d'une classe sociale à une autre dans ses pratiques, dans ses comportements, dans ses règles. Et c'est une transclasse informationnelle parce que Amélie, elle n'a pas de pratiques familiales qui sont compatibles en termes d'information avec les pratiques exigées à Sciences Po pour réussir. Et donc, ce billet de train, il symbolise ce passage, en fait, d'un monde informationnel à un autre et tout l'effort que Amélie doit fournir pour accéder à ce monde-là. Cet effort-là, Lucie, 12 ans, interrogée en 2021, venant d'un collège en CSP+, Lucie, cet effort-là, elle n'a pas à le fournir. Crois-moi l'information, je connais. Quand j'étais petite, me dit Lucie, 12 ans, j'avais déjà des petits journaux pour moi à la maison. J'ai un abonnement au Petit Libé. Avec mes parents, on écoute France Info. Tout est dit. Alors, tout est dit, sauf que qu'est-ce qu'on fait? On développe le capital informationnel de chacun et volontairement, je reprends un terme bourdieusien, les pratiques informationnelles sont sous le signe de la distinction. Il est important qu'on développe un capital informationnel pour chacun, pour tous, et ça passe par la diversification des répertoires de pratiques informationnelles. Parce que Lucie, elle connaît aussi Michou, le youtubeur. Lucie, elle connaît aussi Snapchat Discover. Mais Lucie, elle dispose des ressources, des répertoires informationnels qui seront reconnus socialement dans les sphères qu'elle pourrait convoiter, et notamment dans le monde supérieur, enfin dans le monde des études supérieures, dans le monde professionnel supérieur. Amélie et d'autres ne disposent pas de ce capital informationnel. Et donc, c'est important que, certes, on s'appuie sur leurs pratiques, que certes, on leur permette aussi de valoriser leurs propres pratiques informationnelles, mais que l'on n'oublie pas l'ambition républicaine, pour le coup, d'une égalité des chances qui suppose de doter de clés supplémentaires ceux qui en ont moins pour qu'à la fin, en gros, un capital informationnel puisse être constitué. Vous avez ici l'exemple d'un projet information, documentation, éducation, EMC, enseignement moral et civique, qui est mené dans un lycée avec des classes de première tous les ans en CSP-. Et donc, c'est un exemple, mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, me semble-t-il, c'est qu'on est face à un média d'information qui est créé dans un établissement. Donc ça, ce n'est pas nouveau, ça existe, il y en a plein, il y en a partout, heureusement. Mais là, il ne s'agit pas pour les élèves de raconter la vie de l'établissement, mais de travailler sur le monde des médias. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait de l'éducation par les médias, on utilise les médias comme un moyen d'apprendre quelque chose, mais on fait de l'éducation aux médias et même de l'éducation à l'information, knowledge, donc documentaire ou d'actualité, en structurant des connaissances autour de ce monde médiatique qu'ils connaissent plus ou moins. Alors, d'un côté, on leur fait rencontrer Sonia De Villers, Xavier Delaporte, ils vont interroger des gens, des vrais journalistes, entre guillemets, à leurs yeux, etc. Et d'un autre, en même temps, on les fait travailler aussi sur des thématiques informationnelles importantes, la censure, c'est quoi une information libre, la liberté de la presse, mais aussi Aaron Schwartz, par exemple, on y reviendra, mais aussi on les fait travailler, par exemple, sur des revues aussi, par exemple la revue Histoire, la revue Sciences et Vie Junior, ou Sciences et Vie tout court, pour qu'ils découvrent d'autres répertoires de pratiques informationnelles. Et puis, on va aussi légitimer leurs propres pratiques. Ici, par exemple, avec un article qui portait, c'est un extrait que vous avez, qui portait sur cette campagne
absolument odieuse qu'une boîte de burgers, enfin une industrie pour les burgers avait fait, où un homme giflait une femme en mode BD, et Le Monde avait repris cette campagne pour évidemment dire son indignation, sauf que Le Monde a repris cela à partir du bruit qui avait été fait sur les réseaux sociaux autour de cette campagne. Et là, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gamins reformulent, en mettant que ce qui est intéressant, c'est le fait que les réactions sur les réseaux ont poussé le producteur à retirer sa campagne, et l'article du Monde, qui est lui-même un journal très sérieux, l'a pris en compte, ce qui prouve que l'information sur les réseaux sociaux peut être digne de la plus grande attention. Enfin, dernière chose, pour conclure, les pratiques informationnelles, elles sont aussi évidemment des pratiques politiques, parce qu'elles s'inscrivent aussi dans des modèles industriels, des modèles de consommation culturelle et des modèles, bien sûr, de captation de données. Quand Anaïs dit « avec mon téléphone, le monde, il est à portée de main », et bien évidemment, la question, c'est de lui dire « mais Anaïs, quel monde est à portée de main ?» Bulle de filtre, comme dit Élie Pariser, déjà, recommandations par les algorithmes, tout ça sont des choses auxquelles il faut absolument évidemment conscientiser, parce que le répertoire de pratiques informationnelles, il est aussi configuré et biaisé par ces modèles algorithmiques. Ce qui suppose aussi de réfléchir nous-mêmes en tant que médiateurs à ces modèles, à ces formats que l'on reprend aisément parce qu'on veut coller aux pratiques des jeunes, parce qu'on veut coller aussi à une forme d'actualité, de modernité, etc. Sauf que quand on fait un bookflix, quand on fait un booktube, eh bien, ça veut dire que concrètement, on est en train d'habituer et de légitimer cette habitude de consommation de données, de captation de données auprès de nos élèves, tout en disant après qu'ils doivent être des consommateurs critiques. Et ainsi, je ne résiste pas. Alors, je ne sais pas si elle est encore là, mais je sais que ma partenaire des communs était présente normalement à cette conférence. Donc, je vais vous parler quand même de cela donc avec Sophie Boquet, professeure documentaliste dans l'Académie de Rouen-Normandie. On travaille sur un projet qu'on a appelé les figures en commun, qui vise à mettre en avant les figures des communs pour favoriser la prise en charge en fait dans l'éducation à l'information, dans l'éducation aux médias, de cette question des communs de façon plus concrète et plus incarnée peut-être pour les plus jeunes d'entre nous et pour nos élèves surtout. Et donc, pourquoi parler de ce projet et pourquoi parler des communs? Parce que voilà, les pratiques informationnelles, elles sont politiques. Ça veut dire aussi que c'est un choix de société. Dans quel monde on veut vivre, quel pouvoir informationnel on veut garantir aux uns et aux autres, quel droit à l'information on permet d'exercer aux uns et aux autres. C'est une question politique d'envergure. On ne doit pas balayer cela d'un revers de main en disant « bah oui, mais ça, c'est les GAFAM ». Non, non, mais les GAFAM, c'est aussi nous. C'est vous, c'est moi, c'est ce que l'on en fait, c'est ce que l'on en dit, et aussi dans nos actes de médiation. C'est pourquoi je voulais nous alerter aussi sur cette question des pratiques informationnelles comme pratiques politiques. Voilà. En toute conclusion, les pratiques informationnelles des ados, contrairement à ce que disait Maxime, c'est du sérieux. Maxime qui nous disait « c'est pas sérieux ce que je fais », mais si, c'est très sérieux. Ça a du sens et on peut les aider à donner du sens à ces pratiques. Ce sont des pratiques culturelles et on peut aider à enrichir cette culture de l'information et des médias. Ce sont des pratiques sur lesquelles il faut favoriser la réflexivité et ils ont eux-mêmes une grande réflexivité en fait sur leurs propres pratiques et sur ce que certains dispositifs font à leurs pratiques. Et puis, ce sont des pratiques qui procurent du plaisir et il est essentiel, absolument essentiel, de maintenir cette notion de plaisir dans les pratiques informationnelles car c'est une chance de pouvoir s'informer et de pouvoir exercer son droit d'informer les autres. Et en conclusion, en réponse aux crétins digitaux et autres petites poussettes, cette phrase de Ralph Waldo Emerson, philosophe, qui disait que le secret de l'éducation réside aussi dans le respect de l'élève. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne, de revenir sur le plaisir. On a bouclé la boucle. Beaucoup de questions. Et que Sophie Boquet est tout à fait présente. Eh bien oui, je vois ça. Et elle vous écoute avec grand plaisir. Voilà.
Et puis, Voilà. je vais donner la parole à Anne. Moi, je précise juste qu'il n'y a pas de… comment dire, Anne Cordier qui applaudit Anne Cordier, ce n'est pas moi, hein, je précise simplement. Je me suis permis de donner à Angèle Stalder le lien parce qu'elle n'avait pas eu le temps de s'inscrire et qu'elle est à la SNCF. Mais voilà, donc ce n'est pas moi qui m'applaudis. D'accord, je m'étonnais sur ce double. Très bien. Alors, avant que Anne-Claire, tu poses la première question, je voudrais juste répondre à une question sur l'enregistrement audio. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est très dense, et on a des collègues qui seraient très intéressés. Donc, sachez que la conférence est enregistrée et qu'elle sera plus tard à disposition sur le site de l'ICP, le SoundCloud de l'ICP. Donc, vous serez prévenus, ça sera accessible plus tard et on en remercie Anne. Voilà. Anne-Claire, à toi. Voilà, alors je ne sais pas si Anne, tu pourras répondre à ces nombreuses questions. J'ai essayé de les classer très, très rapidement. Une interrogation théorique sur les différences entre source, canal et médias. Oui. Alors là, le sujet est complexe, mais je pense que lumineusement, tu vas pouvoir le faire très vite. Alors, lumineusement, je ne sais pas, mais je vais essayer. Ouais, très vite. Alors, attention, les définitions peuvent varier d'un domaine à l'autre. Quand on essaye moi, pour les distinguer, il faut en fait les mettre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on situe le canal par rapport à la source et par rapport aux médias. Concrètement, le canal, par quoi ça passe? La télévision, c'est un canal. Ce n'est pas un média, ce n'est pas une source. C'est un canal. Facebook, c'est un canal. YouTube, c'est un canal. Ça passe par. Moi, en tant que personne, être humain, je suis un canal. Je peux devenir après une source. On va y revenir. Ensuite, il y a le média. Le média. Le média, c'est ce qui va produire une information. C'est une organisation économique reconnue comme étant producteur, diffusion de l'information. Ce qui veut dire que TF1 est un média, que Le Parisien est un média. Twitter reste un canal. Ensuite, la source, c'est… alors là, il y a plusieurs niveaux. La source, ça va devenir complexe. Là, hein. Je vois Anne-Claire qui se dit « Comment va-t-elle s'en sortir ?» Elle ne sait pas encore, mais elle va essayer. La source, en fait, c'est l'identification plus précise au sein du média de ce qui fait autorité dans l'information donnée. En clair, TF1 reste mon média, mais le journaliste machin truc bidule pendant le journal télé dit ça, ma source c'est lui. Ça va? Très bien. Donc Mais attends, c'est pas fini. Si je ne suis pas par rapport à un média, la source c'est toute personne, du coup, ou document identifié comme faisant autorité et qui circule sur un canal. Donc, sur Twitter, par exemple, il y a plein de sources. Moi, quand je cause sur Twitter, je suis aussi une source, de fait. Alors, est-ce que… alors, il y a Étienne qui veut nous donner mal à la tête. Est-ce qu'un canal peut être vu comme une source tertiaire? Non. Non, parce qu'en fait, si vous dites source, tout de suite, on complique la chose, en fait. Si on confond canal et source, on donne au canal une ligne éditoriale et une intention de validation de l'information. Ce n'est pas le cas. Et ça me paraît vraiment important, en fait. Donc, excuse Étienne, hein, ce n'est pas méchant, Étienne, hein, mais vraiment, faut que ce soit… On ne peut pas considérer ça comme une source. Donc, un autre participant pose la question de l'absence de signature hein, sur beaucoup de médias d'actualité en ligne et comment s'en dépatouiller avec nos jeunes qui ont accès, bien sûr, à ce type. Déjà, je crois que leur dire l'absence de signature et signaler le côté incongru, en tout cas imparfait, de cette publication parce qu'il y a absence de signature, c'est important. Déjà, rien que ça. Ensuite, attention aussi, ce n'est pas parce que c'est signé que c'est vrai. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous, enfin pas tous du coup, mais pardon, c'est parce que je te vois Anne-Claire en priorité, en fait, du coup, je parle à la prof doc là, mais on a en tête ces espèces de grilles qu'on fait
le site est-il fiable, le document est-il fiable, oui, non. Et très souvent, il y a un auteur, oui, donc c'est fiable, non, c'est pas fiable. Ça ne veut rien dire, parce que dans ce cas-là, Wikipédia, c'est pas fiable puisqu'il n'y a pas d'auteur. C'est d'ailleurs pour ça que les élèves disent, et soit dit en passant, il y a des auteurs sur Wikipédia, il faut juste les trouver, ce qui n'est pas pareil. Donc voilà, c'est pour ça que les élèves disent, ah, Wikipédia, c'est pas bien, il n'y a pas d'auteur. Et inversement, Éric Zemmour, c'est un auteur. Si vous voulez. Et donc, est-ce que l'information est fiable? Bah oui, c'est Éric Zemmour qui l'a dit. Enfin, en tout cas, il y a un nom qui est écrit. Vous voyez? C'est ce qui conduit quand même parfois à des choses absolument ubuesques. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des gamins faire confiance à une brochure parce qu'elle était imprimée, qui était une brochure de secte, mais elle était imprimée et il y avait un nom d'auteur, alors que sur un site où il n'y avait effectivement pas de nom d'auteur, mais absolument fiable, il ne faisait pas confiance. Il y a justement dans le même type de question, quelqu'un demande si vos remarques sur le manque de confiance dans les journalistes de la part des gens que vous avez suivis, vous avez eu contact avec des journalistes là-dessus, est-ce qu'ils en sont inquiets, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire face à ça, etc. Alors, très concrètement, en fait, ça c'est vraiment un angle que j'ai depuis 2 ans autour de cette question parce que c'est vraiment apparu de façon très, très forte. Et il y a eu Covid. Et en fait, du coup, là, il faudrait vraiment que… Je n'ai pas eu d'échange, je n'ai pas fait d'enquête, en fait. Alors, évidemment, je discute avec plein de journalistes, voilà, donc ils ont l'air préoccupés de ça, mais je ne considère pas que ça fait preuve d'enquête, donc je n'ai pas fait… Donc, faudrait. Alors, sinon, on revient sur l'éducation aux médias et à l'information. 2 réactions sous forme de questions. Est-ce que l'émotion des jeunes est-elle un possible ennemi de l'éducation à l'information? Et est-ce que les jeunes ressentent le besoin d'être éduqués aux médias et à l'information? Ah, ça, c'est… Oui, pardon. Alors, l'émotion. L'émotion, elle fait partie de nous, en fait. L'émotion, elle fait partie de nous, elle fait partie de tout processus d'appréhension du monde et donc d'apprentissage. Et elle peut, selon les cas, en fait, elle peut être un levier et un facteur, au contraire, d'engagement dans l'activité. Je prends du plaisir, j'aime le sujet, donc du coup, je vais m'informer plus. Ça me tient à cœur de réussir, par exemple, ce projet, d'être bien noté. Et donc, l'émotion, alors il y a de l'anxiété souvent, mais en même temps, c'est positif aussi parce qu'il y a un moteur. Et puis, à l'inverse, oui, elle peut être négative parce que le fait de rire, par exemple, parce qu'on fait de l'information un peu fun, un peu rapide, etc., ça peut faire tomber la vigilance informationnelle. L'émotion aussi qui est liée à une forme de… cette rapidité aussi de l'information comme ça qui circule et qui est du coup un côté un peu, alors on parle beaucoup de dopamine aujourd'hui, mais effectivement ce côté un peu récompense, ce côté un peu j'ai un effet si je rediffuse, ça va me faire du bien, donc en fait je m'en fous que l'information soit vraie ou pas, ce qu'il me faut c'est un retour. Ça évidemment dans ce cas-là, oui, l'information peut devenir un blocage, mais peut devenir un frein. Mais en fait, c'est vrai pour tout type d'apprentissage. Et en même temps, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Donc, de toute façon, on a forcément de l'émotion engagée dans une activité. De fait. Oui, est-ce qu'ils ressentent machin En fait, c'est compliqué parce que, en fait, je sais, moi, je ne leur ai jamais posé la question comme ça, en fait. Par contre, ce que moi, je vois, c'est qu'ils adorent quand on en parle. Quand ils font des cours avec les enseignants sur ça, quand ils font des séances, quand ils vont dans des activités de groupe et qu'ils font entre eux des choses et tout ça, c'est quelque chose qui les motive, qui les intéresse, à partir du moment où il y a bienveillance, déjà. Enfin, en tout cas, pas à partir du moment où il n'y a pas un côté, de toute façon, vous faites n'importe quoi. Voilà. Et ça, ils insistent quand même beaucoup sur ça. Donc, après, a posteriori, ils se rendent compte souvent qu'ils en avaient plus besoin qu'ils ne le croyaient. Dit comme ça va. C'est-à-dire que, par exemple, là, le projet avec les élèves, par exemple, le premier ES là, que j'avais suivi sur toute l'année, ce qui était intéressant, c'est qu'au tout début, ils n'avaient pas beaucoup d'attentes.
ils ne savaient pas trop quoi, en fait. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, finalement, sur le projet. Mais par contre, ils sont rentrés très, très vite dans la dynamique du projet. Et après, à la fin, ce qui était très intéressant, c'était de voir tout ce qu'ils avaient retenu, les notions qui ressortaient, les réflexions aussi qu'ils avaient. Donc, de façon évidente, il y a un plaisir d'apprendre, en fait, sur ça et de comprendre parce que c'est leur propre pratique. La difficulté, c'est qu'ils n'identifient pas ça forcément comme de l'éducation à l'information et aux médias tels que nous, on le voit, quoi. Justement, pour aller plus loin, je vous lis une réaction de Gérard Marquet à tout le monde. Bonjour Anne. Concernant la typologie proposée, pratique inscrite dans des sociabilités, il me semble que la confiance accordée aux enseignants dépend aussi du rapport des jeunes à l'école. Lors d'une étude de l'INGEP réalisée sur les pratiques d'information des jeunes dans leur orientation, nous avons constaté que plusieurs jeunes accordaient plus de confiance à des adultes entre guillemets de proximité hors l'école, éducateurs, animateurs, bénévoles d'associations. Cordialement, merci pour cette intervention. Donc, ça pose quand même la question du rapport de l'enseignant lui-même dans l'école, primaire ou secondaire, bien entendu, quelle que soit sa discipline, à son rapport lui-même à l'information et à la façon dont il perçoit les jeunes dans leur pratique informationnelle. Oui, alors en faisant attention aussi à quelque chose, je ne sais pas comment la question a été posée aux jeunes aux jeunes sur ça, parce qu'il y a différents types de confiance. C'est-à-dire, est-ce que je fais confiance à cette personne pour me conseiller gentiment, pour me dépanner sur une info qui me manque, notamment une information dite de service ou de proximité, remplir un chèque, tout simplement, remplir un formulaire en ligne, etc. Est-ce que je fais confiance pour apprendre sur l'information et sur les médias? Est-ce que je fais confiance pour réaliser un travail qui va être évalué dans le monde scolaire? Enfin, vous voyez, je pense que c'est important de faire attention aussi, parce que le terme de confiance, il est très large et donc il faut segmenter. Quand on segmente, de façon évidente, bien sûr, le rapport à l'école, il va influer, mais comme le rapport à la famille va influer sur la confiance qu'on donne ou non à la famille, le rapport, enfin voilà, ça va marcher pour tout. Donc ça, c'est vraiment très, très important à prendre en compte. Après, ce qui est intéressant dans les remarques sur école enseignant, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ils identifient vraiment des figures. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas parlé d'institution ou de milieu ou de sphère. J'ai vraiment parlé de figures. C'est-à-dire que c'est bête à dire, mais il y en a qui mettent sur le même plan Norman, donc le youtubeur, le prof doc de lycée et leur mère. En disant, bah ouais, tous les trois, il y en a un, par exemple, il y a les trois dans son panel de figures. Les trois, ils ont contribué avec des façons différentes et ils sont demandeurs aussi de cette diversité de toute façon. Alors, pensez-vous que le terme qualifier les jeunes dans leur rapport au web, ne les qualifier d'aventuriers du web, est-ce que ça vous semble cohérent ou plutôt ils vont sur des parcours plus balisés? C'est une des questions. Aventuriers du web ou parcours balisé? Il y a les deux, ça dépend en fait de ce pourquoi ils sont engagés dans une situation donnée. C'est en ça que c'est compliqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de donner des grandes lignes. Or, toutes les pratiques, elles sont situées, c'est-à-dire que le gamin, quand il va chercher, je ne sais pas, il participe à un projet et il doit trouver, je ne sais pas, le nombre de pères qui obtiennent la garde d'un enfant, c'est parce que j'ai lu ça il y a une semaine, donc, dans un projet de recherche avec des gamins, mais qui ont la garde d'un enfant après divorce. Là, le gamin, ce n'est pas un aventurier. Et là, le gamin, il a son besoin d'information, il a diagnostiqué, il va chercher, il va trouver. Enfin, ou pas, mais en tout cas, il va chercher un truc. Souvent, il va trouver quelque chose. Je ne sais pas s'il va trouver la bonne réponse, mais il va trouver quelque chose. Par contre, quand il se met à 20 heures sur son lit avec son smartphone en mode scroll, en se disant je vais scroller comme ça, je vais regarder vite fait ce qu'il y a, puis le vite fait dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, je ne parlerai pas d'aventurier, parce que dans l'aventurier, il y a quelque chose aussi en termes de, je sais pas, de prise de risque ou de Robinson Crusoe, je sais pas, enfin, de métaphore qui, moi, me convient pas trop, mais côté flânerie, quoi, côté je me promène et puis je tombe sur un truc qui m'intéresse, tiens, je reste, je tombe pas sur un truc qui m'intéresse, je continue, enfin, voilà. Mais vraiment, ça dépend des situations, c'est important ça à avoir en tête. Et peut-être dernière question, Anne. Il y en avait deux. Oui.
Alors, que les jeunes, qu'est-ce qu'ils savent des algorithmes, hein, notamment sur les réseaux sociaux? C'est compliqué. Ouais, alors là aussi, ça va vraiment dépendre des milieux sociaux, mais aussi de leurs propres expériences des réseaux sociaux, et puis des expériences de formation qu'ils ont eues aussi. Alors, ils se rendent tous… Alors, en fait, au fur et à mesure c'est pour ça que je parle d'expérience, parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'âge, plus ils grandissent, plus on voit qu'il y a une conscience des algorithmes, voire une connaissance des algorithmes. Alors, de là à savoir exactement comment ça marche, en même temps, pas beaucoup d'adultes savent vraiment. Parce que dire, ouais, c'est les algorithmes, là, pour le coup, ça fait penser à ce que dit Aurélie Jean, mais c'est vrai, les algorithmes, ils sont partout, bah oui, et heureusement, parce que sinon, rien ne fonctionnerait, et aujourd'hui, même, on ne serait pas ensemble. Enfin, donc, voilà. Mais plus ils vieillissent, plus ils ont une conscience, ils ont une connaissance des algorithmes. Ce qui est certain, c'est qu'on les sensibilise beaucoup trop tard à cette question, parce qu'on part beaucoup trop du principe qu'ils sont trop jeunes et ils ne sont pas censés être dessus, comme on dit. Donc voilà, on continue par exemple de dire qu'on ne fait pas avant 13 ans les réseaux sociaux avec les gamins, alors qu'en fait, ils y sont. Ils y sont. À 7-8 ans, ils y sont, quoi. Bien sûr. Et dernière question, Anne, est-ce que tu as constaté aujourd'hui un manque de confiance des jeunes dans les sources scientifiques, dites Alors, scientifiques? je reprends et continue ta question parce qu'en fait, on a une conférence au mois de mars sur l'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens par Elena Pasquinelli. Donc, elle sera beaucoup plus… Oui. Ça fait une habile transition. Quelle habile transition. Ouais, parce que là, est-ce que vous avez constaté cette méfiance? Alors, pas envers… alors, mais attention, ça dépend effectivement de mon cadre d'enquête aussi. Oui. J'étudie pas ça spécifiquement. Donc, moi, ils évoquent plutôt les sources. Moi, ce que je vois monter, c'est une méfiance envers les sources journalistiques. Et vraiment, quand je dis sources journalistiques, c'est-à-dire vraiment, quand je vois que c'est un journaliste, et notamment un journaliste mainstream, comme ils disent eux-mêmes, là, je me méfie. Et notamment chez tous ceux qui… alors, ce que moi, j'ai appelé à un moment dans une de mes enquêtes, je parlais des enfants des Gilets jaunes, parce qu'il y a tout un milieu social sur lequel je travaille, où c'est des jeunes dont les parents ont été sur les ronds-points, etc., et qui reprenaient beaucoup l'exemple des Gilets jaunes en disant aussi, voilà, le traitement des Gilets jaunes, c'est une rupture pour eux, pour ces jeunes, en fait, c'est une rupture de confiance, pour le coup, avec les médias dits mainstream. Mais donc, du coup, ce n'est pas la source scientifique, c'est plus le côté média que moi, j'identifie, du coup. Voilà, comme il est 19h02, nous sommes parfaitement dans les temps. Et je voulais vous remercier en reprenant une des phrases qui tombent en ce moment. Il y en a des quantités qui merci. Mais grand merci, c'était limpide, précis et complet. Voilà, c'est dit. C'est dit. Merci beaucoup. Puis… merci à tous. Je suis désolée, du coup, on n'a jamais assez de temps, hein, de toute façon. Puis il n'y a pas ce côté informel, voilà. Oui. Mais merci beaucoup. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on applaudit. Alors, quand il y a une salle, donc Anne-Claire et moi sommes les porte-paroles de l'applaudissement général. Merci. Voilà. Merci à vous pour votre invitation aussi. Hein. Merci beaucoup. Et puis, on pourra consulter votre bibliographie et vous réécouter dès que ça sera sur le cloud de l'ICP. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci Anne.